Alors, vous venez de dire que vous êtes allé en Hongrie. Y a-t-il quelque chose que vous souhaitez partager? Beaucoup à partager. Je veux dire, je n'ai jamais été dans une capitale européenne, à part peut-être Moscou, mais je ne suis pas allé à Moscou depuis un moment. Mais je n'ai jamais été récemment dans une capitale européenne où l'opinion sur la Chine et la relation avec la Chine est si extrêmement positive. La Hongrie voit très clairement son avenir économique basé sur de bonnes relations avec la Chine. Ils ont beaucoup parlé de la Chine de manière très positive. Et d'ailleurs, de manière pragmatique et réaliste, il n'y avait pas de sentimentalisme ou de romantisation. Mais vous savez, ils travaillent avec les Chinois. Ils aiment travailler avec les Chinois. Les investissements chinois arrivent dans leur pays. La Chine construit des usines de voitures électriques en Hongrie. Il semble qu'il y ait plus d'usines de ce type en construction que dans n'importe quel autre pays européen. Les Hongrois voient leur avenir, comme je l'ai dit, lié à celui de la Chine. Et ils sont déconcertés, perplexes face aux attitudes des autres pays de l'Ouest. C'est intéressant d'entendre chaque ministre et fonctionnaire du gouvernement en parler. Je disais à Alex, après, que c'est comme écouter des ministres du gouvernement parler comme nous. Vous comprenez ce que je veux dire? Je veux dire, l'un d'eux pourrait nous rejoindre dans cette émission et il dirait des choses qui correspondent correspondent exactement aux choses que nous avons dites. Donc, j'aimerais aborder un peu ce sujet. D'accord. En Chine et probablement certaines personnes en Hongrie parlent du fait que le peuple hongrois, dans les temps anciens, il y a longtemps, au moins certains d'entre eux viendraient d'une région en Chine. Oui. L'une des tribus nomades est les Xiongnu, vous savez, et certaines personnes disent que les Xiongnu sont allés en Hongrie. Maintenant, il y a quelques preuves de cela. Par exemple, la Hongrie est le seul pays en Europe où ils mettent leur nom de famille en premier. Donc, je veux dire, il y a d'autres preuves aussi. Alors, avez-vous entendu parler de cela? Je veux dire, il y a des discussions à ce sujet en Chine. L'histoire de la nation hongroise est intéressante. Ils sont venus en Europe depuis les steppes eurasiennes et ils y sont arrivés, je pense, au 8e ou 9e siècle après Jésus-Christ. Ils sont donc des nouveaux venus relativement récents en Europe. Et bien sûr, ce fut une arrivée explosive. Je veux dire, ils sont arrivés en tant que nomades à cheval et ont mené des raids massifs en profondeur en Europe occidentale. Et vous savez, ils sont venus en tant que peuple, comme je l'ai dit, d'Eurasie. Le grand problème pour essayer de comprendre les origines de ces nations est bien sûr qu'avant leur arrivée en Europe et leur installation et le développement de leur civilisation, qu'ils ont développé à un très haut degré. C'est un pays très avancé. Mais avant de faire cela, avant leur arrivée en Europe, ils n'avaient pas de langue écrite. Ils ne gardent donc pas l'histoire de la même manière que le font les Chinois ou les Européens. Il est donc très difficile d'avoir une véritable idée de leurs origines. On en est alors réduit à l'archéologie, à l'ADN et aux études linguistiques. Et ces recherches ont lieu et fournissent des éclaircissements sur les origines des Hongrois. Mais nous ne parlions pas du peuple hongrois actuel, mais des proto-Hongrois, si je puis dire. Aujourd'hui, les Hongrois modernes sont conscients de cette histoire. Je veux dire, ils sont très fiers de leur histoire, mais ils se considèrent comme une nation pleinement européenne. En fait, ils sont une nation fièrement européenne qui aime la Chine. D'accord. Oh, avant de parler de toute la folie, après notre dernière discussion, peu de temps après, il y a eu une rencontre entre Biden et Xi Jinping, nous en avons parlé un peu. Donc, lors de cette rencontre, après coup, j'ai lu les comptes rendus des deux pays. Je trouve cela assez remarquable.
D'une part, nous parlions du piège de Thucydide. Et dans ce compte-rendu, le ministère chinois des Affaires étrangères a en fait déclaré que le piège de Thucydide n'est pas une fatalité historique. Je trouve cela intéressant. Je me suis dit, eh bien, il devrait regarder notre émission et écouter ce que vous en avez dit. Qu'avez-vous vraiment dit? Eh bien, peut-être qu'ils regardent notre émission et qu'ils ont écouté ce que nous disions à ce sujet. Je veux dire, qui sait? Ce que je dirais, c'est ceci. Tout d'abord, puis-je profiter de cette occasion pour vous remercier parce que, pendant que j'étais en Hongrie, allant d'une réunion à l'autre, j'ai reçu votre email avec les liens et j'ai lu les deux comptes rendus. C'était très intéressant de comparer ces deux comptes rendus. Mon impression était que nous avons en Angleterre une expression d'amer avec de faibles éloges. Et c'est ainsi que Xi Jinping a abordé Biden. Il disait, eh bien vous savez, à un certain égard, les choses ont été assez stables. Nous avons réussi à éviter les pires choses. Puis il continue et nous donne sa liste de 7 choses auxquelles les Américains doivent penser, car sinon la situation entre les États-Unis et la Chine continuera de se détériorer. En fait, j'ai ressenti, si je dois être honnête, je veux dire, je ne sais pas comment c'était dans la réunion elle-même, mais c'était pour moi presque comme si Xi Jinping donnait une leçon à Biden et lui disait essentiellement, « Regardez, vous avez échoué à tous égards. Voici les choses que vous auriez dû faire et auxquelles vous auriez dû penser, et vous avez échoué à tous égards. » Et sur le piège de Thucydide, c'était très intéressant qu'il ait effectivement fait référence au piège de Thucydide, car je n'ai jamais vu cela dans un compte-rendu chinois auparavant. Et c'est très intéressant, comme vous l'avez dit, qu'ils en aient discuté, juste après que nous en ayons discuté. Mais ils ont fait le point absolument correct que nous avons discuté, ou plutôt Xi Jinping a fait le point absolument correct que nous avons discuté dans notre programme. Il n'y a rien de déterministe à ce sujet. Le piège de Thucydide ne signifie pas que vous êtes immort. Vous pouvez choisir de bonnes relations ou de mauvaises relations. Vous n'êtes pas obligé d'être ennemi. Il n'existe pas de loi historique appelée le piège de Thucydide qui l'impose. Cela se résume à une question de choix, et c'est absolument vrai. J'ai été vraiment impressionné que les Chinois en soient conscients. Je veux dire, clairement, la réalité est que je suis sûr qu'ils ont fait des recherches à ce sujet. Ils ont d'excellents chercheurs, et ils ont tout découvert par eux-mêmes. C'est exactement vrai. Il n'y a pas de loi qui dit qu'une puissance montante doit entrer en conflit avec une puissance établie. Ce n'est pas ainsi que l'histoire fonctionne, et ce n'est pas ce que Thucydide a dit. Oui, et on en parle beaucoup en Chine. Vous savez, les gens le mentionnent tout le temps parce que je pense que la raison en est que la Chine croit que les États-Unis y croient, qu'il y a beaucoup de gens à Washington qui pensent que c'est inévitable, que le conflit entre ces deux pays est destiné à se produire à cause de cela. Oui, ils y croient. Je veux dire, tu as absolument raison. Même quelqu'un comme le professeur Mearsheimer, dont nous avons discuté, est d'ailleurs, comme je l'ai découvert maintenant, après en avoir parlé, un admirateur de la Chine à bien des égards. Il aime la Chine. Il adore y être. Je veux dire, il n'y a pas une once d'hostilité envers la Chine en lui. Mais il est toujours convaincu que parce que la Chine est une puissance montante et que les États-Unis sont une puissance établie, par une loi structurelle, il doit y avoir une sorte de conflit entre les deux. Et ils y croient. Cela informe toute la pensée américaine. Maintenant, il y a des gens comme Mearsheimer qui, vous savez, diraient peut-être, eh bien, c'est la nature humaine. C'est la nature des relations internationales. Idéalement, j'aimerais que ce soit autrement. Il dirait probablement cela.
Mais il y en a d'autres aux États-Unis qui disent, vous savez que c'est le piège de Thucydide. Et ils se réjouissent de ce fait parce qu'ils veulent maintenir la Chine à terre. Et j'ai peur qu'il y ait un très, très grand nombre de personnes comme ça, y compris, j'ai peur, dans la nouvelle administration, l'administration Trump qui se profile à l'horizon, même alors que nous réalisons ce programme. Oui, je pense que Mearsheimer est bien respecté en Chine. Non pas parce que tout le monde est d'accord avec lui, mais parce qu'ils apprécient le fait qu'il soit direct. Et comme vous l'avez dit, il est un admirateur de la Chine. Son argument est d'accord, si j'étais chinois, je ferais la même chose que la Chine a fait, ce qui signifie qu'il n'a rien contre la Chine. Quoi que la Chine fasse, il n'a rien contre cela. Il pense simplement, eh bien, il est très objectif à sa manière, n'est-ce pas? Il déteste pas la Chine et ne la méprise pas. Il n'est pas ce genre d'arrogant. Il est juste très pragmatique à sa manière, je pense. Oui. Il a également dit, et il l'a dit publiquement, mais il l'a aussi dit en ma présence, que chaque Chinois qu'il rencontre lui dit qu'il se trompe complètement sur la Chine et que la Chine ne suit pas le genre de paradigme qu'il imagine. Et en effet, c'est ce que Xi Jinping disait à Biden. Le piège de Thucydide n'existe pas. C'est une question de choix. La Chine ne cherche pas à remplacer les États-Unis, à les pousser dans un coin, à les dépasser ou à les surpasser, ou à les réduire à une sorte de vassalité. La Chine veut une bonne relation avec les États-Unis, et c'est tout. Oui. Et la Chine veut avoir de bonnes relations avec tout le monde, y compris les États-Unis. Mais la chose la plus importante pour la Chine est de se développer et de devenir un pays prospère afin que son peuple profite de bonnes vies. Cela, je pense, est finalement l'objectif de la Chine. Mais il est très difficile de convaincre l'élite de Washington que cela ne signifiera pas nécessairement que cela nuira aux États-Unis. C'est la partie difficile, je trouve. Oui, parce qu'en Occident, nous sommes obsédés par le pouvoir. Je veux dire, c'est toujours ce à quoi ça se résume finalement. Je dois dire ceci, c'est dans notre ADN culturel. Je pense que cela remonte au moins aux Romains. L'idée que les relations entre les nations sont basées sur la domination et que l'une domine l'autre. Encore une fois, l'autre célèbre déclaration de Thucydide, que j'ai mentionnée dans notre programme précédent, qui, encore une fois, n'est pas présentée comme une loi. Il critique cette pensée, mais c'est une pensée très répandue parmi les Occidentaux, qui est que des hommes nous savons et des dieux nous croyons, que les forts font ce qu'ils veulent et les faibles font ce qu'ils doivent. C'est la manière occidentale. Maintenant, pour revenir à ce compte-rendu, je trouve aussi, comme vous l'avez dit, que Xi Jinping est presque comme un Biden électrique. Pensez-vous que c'est un peu inhabituel parce que c'est une déclaration très directe? Et aussi, certaines personnes dans les médias chinois disent que c'est probablement aussi un message à Trump puisqu'il a rempli son administration de faucons anti-Chine. Pensez-vous qu'il y a aussi des éléments de cela? Il n'y a absolument aucun doute là-dessus. Si vous lisez le compte-rendu, c'est clairement un télégramme à Trump ainsi qu'à son équipe de politique étrangère. Parce que ce que Xi Jinping fait, c'est établir une liste de règles, essentiellement, que l'on devrait suivre pour que la relation fonctionne. Il essaie d'aider l'administration Trump en quelque sorte. Il leur dit, regardez, tout ira bien entre nous si vous faites ces choses. Si vous nous respectez, si vous cherchez la coopération avec nous, si vous agissez sur la base que nous sommes essentiellement égaux. Si vous faites toutes ces choses, alors il n'y a aucune raison pour laquelle nous ne pourrions pas nous entendre. Parce que si vous faites autrement, alors bien sûr, les choses se passeront différemment.
Oui. Maintenant, après la réunion de l'APEC, Xi Jinping et Biden se sont rencontrés lors de la réunion de l'APEC. Après cela, il y a une réunion du G20. Y a-t-il quelque chose qui vous marque à propos de la réunion du G20? Je vais vous dire comment c'est perçu ici. C'était une réunion dominée par Xi Jinping, dans laquelle les puissances occidentales ont été marginalisées. Plus précisément, il y avait la question de l'Ukraine qui a été abordée. L'Occident voulait une déclaration très forte sur l'Ukraine dans le communiqué final, plus forte que celle obtenue à New Delhi l'année précédente. Ils ont constaté qu'aucun des autres pays, les pays non occidentaux, ne les soutiendrait ce sujet. Cela a donc laissé l'Occident très en colère et amer. Et ils ont été mis dans une position où ils devaient soit accepter une déclaration très modérée sur l'Ukraine, qui la traitait comme un autre problème mondial, soit aucune déclaration finale du tout, avec le risque que les autres pays se réunissent et s'accordent sur une déclaration finale sans l'Occident, ce que bien sûr l'Occident ne pouvait pas accepter. Ils ont donc finalement été contraints de la signer. Puis, il y a eu l'épisode extraordinaire des Brésiliens qui ont avancé avec la photo finale sans Biden. Maintenant, gardez à l'esprit qu'ils savaient où il était, qu'il était dans cette réunion avec Trudeau. Ils auraient pu attendre qu'il termine la réunion et vienne se joindre à la photo de groupe, ou ils auraient pu envoyer quelqu'un frapper à la porte et dire « Vous savez, nous sommes prêts à prendre cette photo ». Mais ils ont simplement pris la photo, ce qui a de nouveau agacé les Américains et l'Occident également. Cela a simplement souligné le fait que l'Occident n'est plus dominant dans ces affaires. Mais l'autre chose, et vous le trouvez dans les médias ici, c'est qu'il a été noté que la personne à Rio que tout le monde voulait rencontrer, la personne autour de laquelle tout le monde se rassemblait, était Xi Jinping. Ce n'était pas le président des États-Unis qui, bien sûr, quitte la scène au soulagement de tous. C'était le président de la Chine. Plus que lors de toute autre réunion du G20, je pense que cela a démontré jusqu'à présent que la Chine est le pays vers lequel de plus en plus de gens se tournent pour fournir un leadership en ce moment particulier. Que pensez-vous du deuxième mandat de Trump en termes de politique étrangère et de politiques intérieures? Par exemple, il a choisi Scott Bessent comme secrétaire au Trésor, ce qui n'impressionne pas Elon Musk. Il a posté sur son ex, disant que c'est du business as usual. Ce qui est vrai, je suppose, car si vous regardez Scott Bessent, c'est un gestionnaire de fonds spéculatifs, vous savez, un donateur de Wall Street. Et donc, cela ressemble effectivement à du business as usual. Quelle est votre évaluation du deuxième mandat de Trump, tant en politique étrangère qu'en politique intérieure? D'accord. Je pense que nous commençons à avoir une idée générale de la direction que prend Trump. Et je veux dire, il y a des choses positives et d'autres qui sont vraiment préoccupantes. Tout d'abord, je pense qu'il va mettre le même type de personne à la tête de l'économie que lors de son premier mandat. En d'autres termes, la sélection habituelle de gens d'affaires, de personnes de Wall Street, de personnes qu'il connaît de son propre travail à New York. Il a maintenant développé cette connexion avec des personnes comme Musk et Vivek Ramaswamy, mais je ne pense pas qu'il soit finalement très à l'aise avec eux. Les gens oublient que Trump vient de New York. Il est présent dans l'industrie de la construction, il connaît très bien le monde de la finance, du pétrole et de la construction. Je pense qu'à un niveau fondamental, il est encore très mal à l'aise avec les gens de la tech et ce genre de choses. Il veut donc des personnes qu'il considère comme fiables et sûres pour diriger l'économie.
Il confie donc la gestion de l'économie, encore une fois, exactement comme vous l'avez dit, au même type de personne que nous voyons toujours, un gestionnaire de fonds spéculatifs et un grand donateur. C'est donc une chose. La deuxième chose qu'il essaie de faire, c'est qu'il veut vraiment mettre ce qu'on pourrait appeler l'État profond sous contrôle. Il essaie donc de nommer des personnes à ce que les Russes appellent les ministères de la puissance, qui vont lui être loyales, au département de la défense, au Conseil de sécurité nationale, à la communauté du renseignement et au département de la justice. Les personnes qui agiront comme ses alliés fiables dans ce que je soupçonne qu'il attend va être une confrontation massive avec ce que nous pourrions appeler l'État profond. Je veux dire, il a d'énormes griefs contre ces gens. Je pense qu'il s'est aussi convaincu, à juste titre, mais avec Trump, l'émotionnel se mêle toujours à l'intellectuel. Je pense qu'il s'est convaincu que parce que ces personnes représentaient un tel danger pour lui lors de son premier mandat, cela signifie qu'elles sont un danger pour les États-Unis et il veut les anéantir. Il veut des personnes à la tête de tous les départements qui l'aideront à faire cela, qui, vous savez, démantèleront le ministère de la Justice et peut-être la communauté du renseignement et toutes ces choses. En même temps, ce sont des personnes en dehors de la partie établie de la classe politique, comme Pete Hegseth, Tulsi Gabbard et Mike Waltz. Je veux dire, Mike Waltz est un officier militaire de rang intermédiaire. Il est devenu membre de la Chambre des représentants, mais il n'est guère une figure centrale au sein de l'establishment de la politique étrangère des États-Unis. Ce sont des personnes qui ont servi les États-Unis en guerre au Moyen-Orient. Ils sont très amers et très en colère du fait qu'ils ont été envoyés se battre sur des bases fausses. Mais en même temps, beaucoup d'entre eux acceptent encore bon nombre des hypothèses qui sont générales aux États-Unis. Ainsi, ils voient l'Iran comme un ennemi. Ils voient la Chine comme un ennemi. Ils ont encore cette idée insensée que la Russie peut être éloignée et séparée de la Chine. Soit vous vous montrez aimable avec les Russes, soit vous faites pression sur les Russes, soit vous faites quelque chose avec les Russes parce qu'ils voient la Russie comme ce pays chrétien blanc. Je suis désolé de parler en ces termes, mais je suis sûr que cela fait finalement partie de cela. Vous savez, un allié naturel des États-Unis contre les Chinois. J'ai peur, bien que je pense toujours que Trump lui-même ne cherche pas les guerres. Il a nommé toutes ces personnes pour l'aider à affronter l'État profond, qui même si elles veulent affronter l'État profond, parce qu'elles sont d'accord avec une grande partie de son programme, sont en même temps très, très agressives et agressivement hostiles envers l'Iran et la Chine. Oui. En d'autres termes, son deuxième mandat ne sera pas radicalement différent de son premier. Est-ce juste de le dire? Je pense exactement. J'ai peur que nous ayons un second mandat aussi chaotique que le premier. Il y aura une bataille massive à Washington, parce qu'il va essayer, comme je l'ai dit, de s'attaquer à l'État profond. Une tâche titanesque dans laquelle je pense qu'il est plus susceptible d'échouer d'ailleurs. Je veux dire, l'idée qu'il puisse vaincre l'État profond est folle. Cela ne va pas arriver. Pas avec des alliés comme Pete Hegseth, qui s'attaquent vraiment à la bureaucratie du département de la Défense et au complexe militaro-industriel. Je veux dire, c'est une idée ridicule en fait, si vous prenez du recul et y réfléchissez. Donc il va pas réussir là-bas, mais il va essayer. Et cela va créer beaucoup de perturbations et énormément de dissonance. Mais même s'il est absorbé par tout cela, et qu'il libère également Elon Musk et Ramaswamy pour réduire les départements et faire toutes ces choses, il va laisser l'ancienne garde en charge de la politique économique
et penser qu'ils seront là pour tout garder en sécurité pour lui, comme Mnuchin et tous les autres l'ont fait lors de son premier mandat. Et il risque également de s'appuyer sur des personnes dans sa lutte contre l'État profond qui vont l'entraîner dans des affaires vraiment terribles avec l'Iran et la Chine. Donc, je veux dire, cela pourrait être une administration très chaotique. Et gardez à l'esprit que Trump lui-même vieillit. Je veux dire, il va bientôt avoir 80 ans, je pense. Il semble en bonne santé et plein d'énergie pour le moment. Mais tôt ou tard, cela va s'arrêter. De plus, il est président pour seulement 4 ans. Il n'y a pas de réélection pour lui. Donc ça va être très instable et très chaotique. C'est ce que je pense. Et pas très différent de son précédent mandat, qui a commencé avec Trump et Xi Jinping se rencontrant à Mar-a-Lago et s'entendant très bien, avec l'espoir que les choses avanceraient, mais avec les choses qui, à la fin, sont allées de mal en pis. D'ailleurs, quand on parle de cet élément raciste de la politique étrangère des États-Unis, ils considèrent les Russes comme blancs, vous savez. Ce n'est pas nouveau. En Chine, en fait, il y avait des gens qui en parlaient. Il y avait un professeur de la Kennedy School of Government, vous savez, un professeur de Harvard. Elle a dit que la Russie, de toute évidence, est un pays européen blanc, quelque chose comme ça. Si je trouve ce clip vidéo quelque part, je vous enverrai le lien. Celui-là circule en Chine et a été largement discuté. Donc, c'est pas comme si les Chinois n'étaient pas au courant de cela. Donc, oui, vous avez raison. Je veux dire, même si aux États-Unis les gens ne le disent pas souvent, il y a des gens qui le soulignent réellement. Et la partie intéressante est que j'ai oublié son nom. Elle est professeure, elle-même est en fait afro-américaine, juste pour le dire. D'accord. Oui. Parlons de ce que Biden a fait récemment. D'accord. Il autorise ces missiles à longue portée qui peuvent atteindre des cibles à 190 000 à l'intérieur de la Russie pour permettre à l'Ukraine de le faire. Et clairement, l'Ukraine l'a fait. Et non seulement cela, ils fourniront également, ou ont peut-être déjà fourni, à l'Ukraine, des mines antipersonnelles fabriquées aux États-Unis, censées aider l'Ukraine à ralentir les avancées russes. Ce sont des choses extrêmement dangereuses que Biden fait. Et il a résisté à faire tout cela pendant longtemps. Que s'est-il passé? Pourquoi a-t-il tout lâché maintenant? Que se passe-t-il? C'est très simple. Les démocrates ont perdu l'élection. Donc il prend maintenant des risques qu'il n'était pas prêt à prendre avant l'élection. Parce que s'il avait pris ces risques avant l'élection et que cela avait mal tourné, cela aurait pu affecter le résultat de l'élection. Maintenant que l'élection est perdue, il ne s'en soucie plus. Donc il intensifie en Ukraine, parce qu'il veut nuire aux Russes, évidemment. Mais je pense aussi qu'il se dit, ou du moins les personnes autour de lui, pensent que s'il y a un désordre et que cela maintient les États-Unis impliqués, parce que les Russes sont provoqués à une sorte de réponse majeure, alors cela piégera Donald Trump dans la guerre en Ukraine. Et cela finira par être mauvais pour Donald Trump. Maintenant, je pense que c'est le calcul ici, car ce qui le rend particulièrement bizarre, c'est que lancer des missiles en Russie ne peut se faire qu'avec du personnel américain directement impliqué dans leur ciblage. Même les États-Unis l'admettent maintenant. Les Russes ont tracé une ligne rouge, donc cela l'a franchi délibérément et intentionnellement. C'est un acte incroyablement provocateur. C'est aussi d'ailleurs un acte de guerre. Je veux dire, envoyer des armes à travers la frontière, lancer des armes dans un autre pays est un acte de guerre. Donc c'est une chose incroyablement provocatrice. Et pourtant, même en ce moment, vous lisez rapport après rapport, commentaire après commentaire, que cela ne va pas du tout changer l'issue de la guerre.
Cela ne va pas mettre l'Ukraine dans une position où elle peut gagner. Alors pourquoi le faire? Pourquoi faire une chose pareille si cela franchit la ligne rouge, provoque les Russes et qu'il y a un risque que cela puisse inciter les Russes à une riposte massive? Si cela met en d'autres termes l'avenir de la paix générale, en danger, mais ne va pas aboutir à un résultat positif. Cela démontre le nihilisme total dans lequel cette administration actuelle, l'administration Biden, s'est effondrée. Et qu'en est-il des Européens? Parce qu'entre-temps, le Royaume-Uni et la France discutent de l'envoi de personnel militaire en Ukraine. Bien que je pense que plus tard, le secrétaire d'État britannique aux Affaires étrangères David Lammy ait démenti ces affirmations. Mais en même temps, le président du comité militaire de l'OTAN, Rob Bauer, appelle tous les chefs d'entreprise à se préparer à un scénario de temps de guerre. Et il parlait de frappes préventives visant la Russie, même si l'OTAN est censée être une alliance défensive. Et il est même question de peut-être donner des armes nucléaires à l'Ukraine. S'agit-il simplement de discussions ou que vont faire les Européens? Il y a des symptômes de l'hystérie actuelle, qui est alimentée par deux choses. Premièrement, et surtout, le fait que les Russes gagnent désormais de manière concluante la guerre en Ukraine. Chaque jour, nous entendons parler de nouvelles avancées russes. La semaine dernière, ils ont capturé 285 km² de territoire ukrainien. Les lignes de front ukrainiennes s'effondrent. Il y avait un article sur la BBC qui disait que l'armée ukrainienne pourrait même s'effondrer dans les prochains mois. Cela génère donc une énorme quantité. L'autre hystérie est que Donald Trump va devenir président et qu'il va chercher un rapprochement avec la Russie, essayant de trouver un moyen de mettre fin à la guerre. Il a ce plan trop compliqué et franchement insensé d'essayer de détacher la Russie de la Chine en étant gentil avec eux, ce qui ne va pas fonctionner, soit dit en passant. Mais les Européens ont peur de cela, parce que bien sûr, si cela se produit, si les Américains et les Russes se réconcilient, alors les Européens se retrouvent laissés pour compte parce qu'ils ont pris toutes ces mesures provocatrices et escalatoires, et ensuite ils se retrouvent seuls face aux Russes. Et donc vous avez toutes ces histoires fantastiques, idées, choses comme des frappes préventives contre la Russie, envoyer des troupes pour combattre en Russie, donner aux Ukrainiens des armes nucléaires, donner aux Ukrainiens des missiles Tomahawk. Se préparer à la guerre. D'ailleurs, les déclarations de Rob Bauer étaient encore pires que ce que je pense que les gens en Chine savent, car lorsque nous avons effectivement reçu le texte de leur part, ils ne parlaient pas seulement de guerre avec la Russie, ils parlaient aussi de guerre avec la Chine. Je veux dire, c'est tout simplement fou en fait. Mais, vous savez, dire qu'il faut se préparer, qu'il faut commencer à réduire ses affaires avec la Chine, parce que nous pourrions bientôt être en guerre avec eux. Je veux dire, ce genre de choses lunatiques. Mais comme je l'ai dit, ce sont toutes des expressions de peur, de panique, de colère, d'hystérie, alors que les gens réalisent progressivement que le grand pari sur l'Ukraine a été perdu. Et je pense que lorsqu'ils ont peur ou paniquent, il est plus probable qu'ils deviennent encore plus agressifs dans leur rhétorique parce qu'ils ne veulent pas être perçus comme effrayés, ils ne veulent pas être vus comme faibles, donc ils sont en quelque sorte en compétition les uns avec les autres pour dire qui est le plus belliciste, qui est le plus dur. Je pense que c'est très dangereux, n'est-ce pas? C'est incroyablement dangereux. En tant qu'ancien avocat, je peux vous dire quelque chose qui, je pense, est largement connu. Les personnes qui ont peur essaient de dissimuler leur peur par la colère. C'est très très courant. Les personnes en colère
sont souvent, presque invariablement, des personnes qui ont peur. Et vous avez tout à fait raison. C'est exactement ce que nous voyons. Et bien sûr, les personnes qui ont peur et qui sont en colère sont capables de faire les choses les plus irresponsables, imprudentes et stupides. Nous espérons donc que l'homme au centre de tout cela, Vladimir Poutine, va garder son sang-froid et va garder sous contrôle les sentiments de colère indéniables qu'il ressent, et qu'il va également pouvoir maîtriser la colère montante en Russie. Maintenant, c'est un homme très rationnel, un homme très discipliné. Et jusqu'à présent, il a fait cela. Je veux dire, il a prononcé un discours aujourd'hui, en fait, dont le Kremlin a rapidement diffusé le texte intégral, dans lequel il a clairement indiqué que pour le moment, les contre-attaques russes vont rester sur le territoire ukrainien. Mais chaque jour maintenant, dans les médias russes, il y a des demandes pour que la Russie réagisse en menant des frappes contre des cibles en Occident. Poutine dit non, pas pour le moment. Il espère, je pense, que dans 8 semaines, lorsque Trump sera investi, nous aurons dépassé ce point. Mais pour le moment, la ligne tient tout juste. Mais ce sont les Russes qui la maintiennent. Eh bien, mais c'est, je pense, du calcul de l'administration Biden. Ils savent que Poutine attend que Trump entre à la Maison-Blanche et par conséquent, ils estiment que la Russie ne riposterait pas très sérieusement ou ne dépasserait pas l'Ukraine. C'est leur calcul. Et ainsi, ils poussent la limite. Je veux dire, ils poussent toujours la limite avec la Russie, avec la Chine, avec l'Iran, ils poussent toujours la limite. Et maintenant, ils ont l'impression qu'ils peuvent faire presque n'importe quoi. Poutine ne ferait rien. N'est-ce pas aussi leur calcul dangereux? Eh bien, c'est absolument vrai. Parce que bien sûr, ce qu'ils considèrent comme de la sagesse ressemble toujours à de la faiblesse. Ils font constamment cette erreur de calcul. Et bien sûr, je pense que c'était Lavrov qui a dit « Regardez, vous savez, vous pouvez supporter cela jusqu'à un certain point, mais il arrive un moment où vous ne pouvez plus le supporter. Et vous savez, à un moment donné, si cela continue, les Russes réagiront. Je pense qu'ils le feront. » Je pense que, vous savez, ce n'est que 8 semaines. C'est un temps extrêmement long. Mais en même temps, ce n'est pas si long. Je pense que les Russes peuvent attendre 8 semaines. Ces missiles ne peuvent causer qu'une quantité limitée de dégâts. L'armée russe avance. Les Russes viennent de démontrer avec ce nouveau missile qu'ils ont utilisé qu'ils ont d'énormes capacités, donc ils ne sont pas vraiment en difficulté. Ils peuvent l'absorber pendant les 8 prochaines semaines, puis ils verront ce que fait la nouvelle administration. Et ici, je vais dire autre chose, qui est encore une fois adressée aux gens en Chine. Il est impossible de surestimer à quel point les Russes, au moins Poutine, mais les personnes immédiatement autour de lui, lorsqu'ils prennent des décisions comme celles dont nous parlons, pensent à ce que la Chine pense. La relation entre la Russie et la Chine est maintenant si étroite et est devenue si importante pour les Russes qu'ils se diront toujours, si nous faisons cela, que dira la Chine? Et ils savent absolument que la Chine veut de la retenue. Et c'est un facteur qui persuade les Russes d'exercer de la retenue. Donc même moi, parce que je ne suis pas sûr, je ne sais pas s'il y a eu des appels. Je ne sais pas si Xi Jinping a appelé Poutine, par exemple. Je veux dire, gardez à l'esprit que les dirigeants se parlent souvent et nous n'avons pas de compte-rendu public. Mais même si cela ne se produit pas, cela n'a pas besoin de se produire d'une certaine manière, parce que les Russes savent déjà quelle est la position de la Chine et ils la prennent très au sérieux. Ouais, je pense que vous savez, à la fois Poutine et Xi Jinping feront ce qu'il faut,
Mais ça devient, je veux dire en particulier pour Poutine, il y a de la pression en Russie, n'est-ce pas? Oh oui. Et aussi, je suis très irritée par les médias traditionnels aux États-Unis. Ils aiment maintenir cette ligne. Ils demanderont à Trump, par exemple, « Voulez-vous que l'Ukraine gagne cette guerre ?» C'est une question très dangereuse, n'est-ce pas? Ce n'est pas un match de football où vous encouragez un camp à gagner, n'est-ce pas? Des gens meurent et les gens posent ces questions. Ils ne sont pas ceux qui mènent la guerre. Ils n'ont pas leurs proches, vous savez, leur vie en jeu ici. Mais ils aiment poser cette question même lors du débat présidentiel entre Trump et Harris. C'était la question posée. Et Harris a dit « Oh, je soutiendrai certainement l'Ukraine pour gagner ». Et Trump a dit « Je veux que le conflit se termine ». Je veux dire, je lui en donne crédit pour cela. Mais encore une fois, ce genre de sentiment continue d'être le personnage principal dans les médias grand public. C'est très dangereux, n'est-ce pas? That's very dangerous, right? Isn't it? It is incredibly dangerous because, of course, what they are. C'est incroyablement dangereux parce que, bien sûr, ce qu'ils exigent, c'est que Trump ou n'importe qui d'autre, en disant qu'ils veulent que l'Ukraine gagne, s'engage à l'impossible. Parce que l'Ukraine ne peut pas gagner. À ce stade de la guerre, après 3 ans, cela devrait être évident. Même avec toute l'aide que les États-Unis et l'OTAN ont fournie, l'Ukraine est en train de perdre. La situation ne peut tout simplement pas être renversée. Et parler tout le temps de la victoire de l'Ukraine ne fait pas seulement prolonger la guerre, mais augmente le danger et les risques. Et exactement comme vous le dites, cela signifie que de plus en plus de personnes meurent ou sont blessées, et leurs familles sont orphelines ou elles perdent leurs fils, leurs enfants. Tout cela pour une cause inutile. Passe au Macao. Oui. Donc Seifer a écrit des articles très intéressants. Selon lui, il a des contacts au sein du gouvernement. Il a dit que Israël prendra la Cisjordanie dans les prochaines semaines parce que, clairement, Netanyahou profite du fait qu'il y a un vide de pouvoir à Washington en ce moment. Et donc, ce qu'Israël fait maintenant, c'est qu'ils vont potentiellement prendre la Cisjordanie et déplacer toutes les personnes de Gaza du nord au sud. Et donc, il y aura de très petits endroits où toutes ces personnes seront entassées. Selon lui, c'est ce qui va se passer dans les prochaines semaines. Quelle est votre opinion à ce sujet? Eh bien, je ne sais pas cela, et j'espère que ce n'est pas le cas. Mais si cela arrivait, cela ne me surprendrait pas, car les personnes qui sont actuellement au pouvoir en Israël sont, pour le dire franchement, des extrémistes. Et je crains que leur extrémisme n'ait radicalisé la société israélienne. Si Israël décidait de faire cette chose terrible, il y aurait probablement un soutien majoritaire pour cela en Israël. Et c'est un fait terrifiant. Donc, je ne sais pas si c'est ce qu'ils vont faire, mais ça ne me surprendrait pas du tout s'ils le faisaient. En fait, je pense qu'il est raisonnable de supposer cela, parce qu'il est clair que Netanyahou profite du fait qu'il y a un vide de pouvoir à Washington en ce moment, n'est-ce pas? Et donc c'est un autre point dangereux. Netanyahou lui-même est aussi une personne dangereuse. Quelle est votre opinion sur le mandat d'arrêt émis par la CPI? C'est peut-être en partie la raison pour laquelle la CPI a émis ce mandat d'arrêt contre Netanyahou et Gantz. Quelle est votre opinion, Hudson? C'est une très bonne question, parce que bien sûr, la CPI avait montré une grande réticence à émettre le mandat américain. Le procureur en a fait la demande. Les juges étaient très nerveux à ce sujet. Ils savent que les États-Unis s'y opposent. Ils savent que la plupart des gouvernements européens s'y opposent. Et puis soudainement, de manière inattendue, nous avons découvert que les mandats avaient été émis. Et bien sûr, les États-Unis sont furieux et les gouvernements occidentaux sont furieux.
Et il ne semble pas y avoir d'explication simple sur pourquoi cela a été fait à ce moment précis. Je dois dire que l'émission des mandats ne va pas dissuader le gouvernement israélien de faire cette chose si c'est leur plan. Je veux dire, quelqu'un qui planifie un génocide, ce qui serait le cas ici, ne va pas être dissuadé par le fait qu'un tribunal à La Haye a émis un mandat d'arrêt contre eux. Je veux dire, des fanatiques de genre qui sont prêts à faire quelque chose ne sont pas dissuadés de cette manière. Je ne sais pas si vous connaissez Tom Cotton, le sénateur. Il a dit que nous devrions envahir les Pays-Bas s'il nous arrête. Je sais absolument. Parler du manque de raison et du fanatisme de certaines personnes ne cesse jamais de m'étonner. Leur recours à un langage violent et à des suggestions et propositions violentes est toujours apparent. Nous avons vu, lors des élections qui viennent d'avoir lieu, que cela n'est même pas populaire auprès du peuple américain. C'est, je pense, une idée fausse que beaucoup de gens en Europe ont, qu'il y a cette idée que le peuple américain est incroyablement violent et veut des guerres tout le temps et partout. Ce n'est clairement pas le cas maintenant. Cela a peut-être été le cas autrefois. Donc, ce qu'il en est avec des gens comme Cotton, qui inventent ce genre de choses, est bizarre. Mais ils ne s'arrêteront pas. Lindsey Graham est un autre qui a sanctionné la Grande-Bretagne et le Canada si l'un de ces pays, vous savez, nos alliés, aide la CPI. Je veux dire, bien sûr, c'est Lindsey Graham, donc il dira toujours des choses comme ça. Tout cela au nom du Premier ministre d'un autre pays. Ouais, je pense en fait qu'Israël détruit les États-Unis d'une certaine manière. Je ne sais pas. Eh bien, la CPI cherche également maintenant à émettre un mandat d'arrêt contre le président du Myanmar pour crimes contre les musulmans Rohingyas. Et cela vient de se produire ces derniers jours. En Chine, jusqu'à présent, la réaction est que la CPI, en général, même si elle a émis ce mandat d'arrêt contre Netanyahou, n'a pas une très bonne réputation. Donc, quand des choses comme ça se produisent, la réaction de la Chine, jusqu'à présent, je veux dire très limitée, parce que ça vient de se produire, est que l'Occident essaie de semer des troubles au Myanmar. Est-ce qu'ils essaient de faire? Quel est votre avis là-dessus? C'est un peu surprenant pour moi qu'ils fassent ça. C'est tout à fait exact. Je veux dire, le Myanmar, d'ailleurs, si je comprends bien, est un autre pays qui n'a pas ratifié le statut de Rome. Donc nous voyons que ratifier le statut de Rome ne fait en réalité aucune différence. Je veux dire, c'est, si je puis dire, une cour hors de contrôle. Je veux dire, elle émet des mandats d'arrêt partout. Je vais faire une autre supposition, que la CPI a été soumise à une énorme pression politique pour émettre ce mandat d'arrêt contre le président du Myanmar. C'était probablement l'une des raisons pour lesquelles ils ont avancé avec le mandat contre Netanyahou. Parce que vous savez, comment justifier l'un si vous ne faites pas l'autre? Quelque chose de ce genre. Quoi qu'il en soit, voilà. La CPI vit dangereusement parce que d'une part, elle est clairement maintenant un outil de la politique occidentale. Mais ces tentatives de préserver une certaine crédibilité mondiale la rendent inacceptable pour les États-Unis et leurs alliés également. Je suis désolé de le dire, mais je pense que cette expérience avec la CPI a été un échec et il est temps de la fermer. Oui, oui. Je pense que beaucoup de gens, en dehors de l'Occident, vous savez, ils sont... Je veux dire, c'était une bonne intention, n'est-ce pas? J'étais entièrement en faveur de cela lorsqu'il a été mis en place. Mais je pense que j'en suis venu à la conclusion, franchement, que les pressions politiques sur ces tribunaux sont tout simplement trop fortes pour espérer qu'ils fonctionnent de manière véritablement impartiale. Oui,
Ils sont devenus un outil de l'Occident. Exactement. De plus, aux Philippines, il y a des problèmes internes qui ont attiré beaucoup d'attention et de discussions en Chine. Le dernier en date concerne Sara Duterte, la vice-présidente. Il y a des images qui circulent largement sur les réseaux sociaux chinois où elle a fait une déclaration publique disant qu'elle a ordonné à quelqu'un, si elle-même est tuée, d'assassiner le président, la femme du président et le président de la Chambre, qui est le cousin de Marcos Jr. Il y a donc une grande, je suppose, lutte au sein du gouvernement philippin. Mais ce qui m'intéresse, c'est de lire les rapports en Occident. Lorsqu'ils en parlent, ils ne mentionnent pas clairement que la déclaration de Sara était sous la condition qu'elle-même soit tuée. Ils disent simplement « Oh, Sara, vous savez, la vice-présidente philippine a ordonné l'assassinat du président. » Cela semble extrêmement bizarre. Mais si vous lisez plusieurs paragraphes plus loin, cela mentionne, d'accord, elle a ordonné cela parce qu'elle pense que sa propre vie est en danger. Quelle est votre opinion sur toute cette affaire? Eh bien, cela montre qu'il y a une crise profonde, pour le dire simplement, de la direction centrale des Philippines. Je veux dire, les Philippines se sont transformées en... Eh bien, elles n'ont jamais vraiment obtenu leur indépendance des États-Unis. Je veux dire, c'est absolument clair. Les États-Unis ont installé aux Philippines, parce qu'ils l'ont fait, ce gouvernement avec Marcos Jr. Les personnes qui dirigent ce gouvernement n'ont pas les intérêts du peuple philippin au premier plan de leurs préoccupations, parce que leur loyauté va à un autre pays, qui est les États-Unis. Ils utilisent leur position aux Philippines pour essentiellement s'enrichir et accroître leur pouvoir, parce que c'est ce que font toujours les personnes qui agissent au nom du maître colonial. Et ils sombrent dans le gangstérisme, parce que c'est ce que c'est. Si tu me tues, je m'assurerai que tu sois tué. Je veux dire ce genre de choses. Ce n'est pas ainsi que les gouvernements sont conduits. La raison pour laquelle l'Occident ne veut pas en parler est bien sûr que les Philippines sont considérées comme un allié crucial contre la Chine. Maintenant, le peuple philippin, bien sûr, n'a probablement pas le désir d'être enrôlé pour combattre la Chine. Mais ils ne veulent pas en Occident publier quoi que ce soit qui remettrait en question la vertu de la direction des Philippines. C'est exactement la même chose avec Zelensky en Ukraine. Vous ne publiez rien qui pourrait lui nuire. Et vous couvrez toutes les choses qu'il fait et dit, peu importe. Et vous faites cela encore plus avec les Philippines, ou du moins il semble. Maintenant, en parlant de la CPI, une chose qu'ils font actuellement aux Philippines est d'envoyer des personnes pour mener une enquête, soi-disant, sur l'ancien président Duterte. Ils prétendent qu'il a violé certains droits de l'homme lorsqu'il luttait contre les gangs de la drogue. Maintenant, bien sûr, il a été brutal. Je pense qu'il est un fait qu'il y a peut-être eu des personnes qui ont été traitées de manière injuste, disons-le ainsi. Mais encore une fois, c'est aussi, vous savez, le point de vue chinois est que c'est leur problème intérieur, lutter contre le problème de la drogue. Je veux dire, le problème de la drogue est un véritable enjeu. Tout le monde, en particulier en Chine, est pleinement conscient du danger de la prévalence des drogues. Et donc, les gens en Chine en général soutenaient Duterte lorsqu'il combattait tous les gangs de drogue. Mais maintenant, la CPI y va pour enquêter. Et Marcos Jr., il ne les a pas arrêtés. Il utilise d'une certaine manière le pouvoir de la CPI pour affaiblir la famille de Duterte. Vous voyez, c'est une autre chose que fait la CPI qui n'est pas particulièrement bien reçue, je suppose, à la fois aux Philippines et en Asie et en Chine. Absolument. L'un des aspects les plus populaires de ces politiques était précisément qu'ils combattaient les gangs de drogue. Et quand on connaît la situation aux Philippines, on comprend pourquoi.
Vous avez tout à fait raison d'ailleurs, sur l'histoire de la lutte contre les gangs de drogue et les drogues. Eh bien, le peuple chinois a une connaissance très puissante et forte de tout cela. Ils savent aussi qui a créé le commerce illégal de drogue dans leur pays. Et ils savent aussi que ces personnes qui ont ensuite mené ce commerce en Chine même, et qui étaient chinoises, étaient très souvent alliées aux puissances occidentales. Si vous connaissez l'histoire de Shanghai, ce qui est bien sûr mon cas, vous savez tout cela. Vous savez à quel point tout cela était interconnecté. C'est la même chose avec les Philippines. Il y a donc des livres, il y a de nombreux livres sur le commerce international de drogue. Many books about the international trade in drugs. There's lots of academic studies. And one of the things that one has Il y a beaucoup d'études académiques. Et l'une des choses que j'ai découvertes en lisant certains de ces livres est l'ampleur à laquelle tous ces gangs de drogue sont interconnectés avec les agences de renseignement occidentales. C'était vrai au Vietnam, lorsque la CIA expédiait de l'héroïne aux États-Unis. C'est vrai en Amérique du Sud. C'était vrai en Afghanistan. Il y a toutes les raisons de penser que c'est pareil aux Philippines également. Pour autant que je sache, ces gangs de drogue sont vus par certaines personnes comme un atout stratégique. Des personnes violentes que l'on pourrait avoir besoin d'appeler si une situation se présente aux Philippines où les autorités actuelles perdent le contrôle et que les Philippines commencent à se réorienter vers la Chine ou vers une voie plus non alignée. Onto a more non-aligned course. Again, I studied Colombia very intensively about this. Encore une fois, j'ai étudié la Colombie de manière très intensive à ce sujet. Je connais des gens de Colombie. Je connais des personnes qui ont été impliquées dans la documentation et l'analyse de la crise de la drogue en Colombie. Ils m'ont souvent fait remarquer que les escadrons de la mort de droite étaient identiques aux gangs de la drogue et qu'ils étaient soutenus par la communauté du renseignement occidental et par l'armée colombienne. Donc, je ne serais pas surpris si c'est ce que nous voyons. Faire appel à la CPI est un moyen de recruter une agence externe pour d'abord protéger ces personnes et en même temps discréditer l'ancien président, qui a montré quelques signes occasionnels de vouloir éloigner les Philippines d'une alliance excessive avec les États-Unis. Oui, je pense que la partie sur les drogues dans l'histoire et les relations internationales est probablement parfois souvent négligée. Si vous regardez l'Afghanistan, le problème de la drogue là-bas fait très largement partie du combat, je pense. Et puis aussi, pour la Chine, le problème de la drogue en Chine a été éliminé, mais c'est une lutte constante. C'est pas comme si on pouvait simplement dire « D'accord, nous avons résolu le problème ». Le Myanmar a le problème de la drogue, et clairement les Philippines aussi. Et comme vous l'avez dit, ils sont interconnectés avec l'Occident, et eux-mêmes sont également interconnectés entre les différents barons de la drogue des pays. Ils sont tous connectés les uns aux autres. Et donc, la Chine était très attentive à tous ces problèmes de drogue dans ces pays pour cette raison, je pense. Absolument. Le point concernant la lutte contre le commerce illégal de drogue est qu'une nation, pour réussir à le faire, doit établir sa propre indépendance et faire du bien-être de son peuple sa priorité. Maintenant, la Chine a pu le faire. Et ce fut un effort titanesque. Les gens oublient cela, et ils oublient l'histoire, parce que bien sûr, du moins en Occident, ils le font. Car en Occident, nous n'en parlons jamais. Nous ne parlons jamais du fait qu'il y a eu des guerres de l'opium sans réellement discuter de ce qu'elles étaient. Je veux dire, c'est très étrange si vous lisez la façon dont les Britanniques discutent de tout cela. Cela a une histoire très longue et profondément enracinée. Le commerce international de la drogue est un produit du système occidental. Maintenant, je sais que je m'inquiète parfois qu'en disant ces choses, je semble toujours dire des choses critiques sur l'Occident. La société occidentale et la civilisation occidentale ont beaucoup de bonnes choses à leur sujet.
Mais vous savez, parfois nous sommes obligés de dire ceci. Il n'y avait pas de commerce international de drogue nulle part avant l'arrivée des Occidentaux. Oui, je pense que ce sont les Néerlandais qui ont commencé, non? Oui, en Indonésie, ils ont introduit l'opium. Je pense que c'est là que ça a commencé à entrer en Asie. Ai-je raison à ce sujet? Absolutely, that is absolutely correct. And Absolument. C'est tout à fait correct. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que la soi-disant guerre contre la drogue est une fraude complète lorsqu'il s'agit de choisir entre mener la guerre contre la drogue et avancer les intérêts géopolitiques des États-Unis et de leurs amis. C'est toujours le second qui l'emporte. Donc, si nous parlons des cartels de drogue mexicains, par exemple, dont l'administration Trump lui-même, devient si véhémente maintenant, les origines des cartels de drogue mexicains, eh bien, sont avec un groupe de personnes qui sont, je veux dire, ce que je dis est un fait établi académiquement. Ce sont tous des gens qui avaient des liens avec la CIA. Une autre chose est que certains câbles de communication entre la Lituanie et la Suède ont été coupés. Et puis il y a un autre câble reliant la Finlande et l'Allemagne qui a également été perturbé. Maintenant, ils essaient de laisser entendre que la Chine est impliquée d'une manière ou d'une autre en disant qu'il y avait un navire chinois appelé Yiping 3 qui était proche lorsque ces événements se sont produits. Je ne pense pas que la Chine ait quoi que ce soit à voir avec cela. Pourquoi la Chine ferait-elle cela? Mais ils l'ont rapporté de cette manière. Que cherche-t-il à faire maintenant? Que se passe-t-il ici? Je veux dire, c'est l'une des histoires les plus insensées et ridicules que nous ayons vues en Occident jusqu'à présent. Donc, le récit qui est diffusé en Europe est que les Russes ont décidé de couper ces câbles. Mais pour dissimuler le fait qu'ils le faisaient, ils ont ordonné aux Chinois de le faire pour eux. Je veux dire, c'est tellement extravagant. They ordered the Chinese to do it for them. I mean, this is so wildly ludicrous. It is so completely Absurde. C'est tellement complètement absurde. Cela vous laisse sans voix. Maintenant, il se trouve qu'il y avait un problème avec ce câble et qu'il y avait un navire chinois en mer Baltique. Il y a de nombreux navires chinois en mer Baltique à tout moment. La Chine est le plus grand pays commerçant du monde. Elle possède la plus grande flotte maritime du monde. Elle commerce dans la Baltique. Les ports allemands, par exemple, sont dans la Baltique, tout comme les ports suédois. C'est pourquoi les Chinois sont là. Il n'y a pas de lien. Il n'y a aucun lien concevable entre ce qui est arrivé à ces câbles et les Chinois. Mais ce que nous voyons, c'est une tentative de certaines personnes de créer l'impression que la Chine est un adversaire, qu'elle prend des mesures hostiles à l'Occident et qu'elle le fait d'une certaine manière avec la Russie. Il y avait un article, je pense que c'était dans Die Zeit, l'un des journaux allemands, affirmant que la Chine produit maintenant des armes pour que la Russie combatte en Ukraine, et des choses de ce genre. Tout cela vise donc à attiser l'hystérie anti-chinoise en Europe, et j'ai peur qu'il y ait des gens qui tombent dans le panneau. Oui. Eh bien, le danger de ces gens sont très doués pour les propagandistes, ils sont très doués pour... ils lancent ces affirmations, des affirmations sans fondement, n'est-ce pas? Pendant un certain temps, il y a même eu des accusations concernant la tentative d'assassinat de Trump. Oh, ils disent que l'Iran est derrière cela, ce que je ne crois vraiment pas du tout. Mais le fait est qu'ils pourraient le faire. Ils pourraient lancer ce genre d'accusations scandaleuses sans aucune preuve. Parce que ce qui se passe, c'est qu'une fois que vous faites cela, les gens auront cette impression. La première impression est très importante. Ensuite, vous avez cette idée, ok, la Chine est d'une manière ou d'une autre
impliqués dans cela, même s'il n'y a aucune preuve. Et même si plus tard, cela est démenti et qu'il s'avère que ce sont juste les câbles eux-mêmes qui ont eu un accident ou autre, cela n'a pas d'importance. Il y aura toujours beaucoup de gens qui auront l'impression que d'une manière ou d'une autre, la Russie et la Chine ont conspiré, qu'ils ont ensemble détruit ces câbles ou que l'Iran est derrière la tentative d'assassinat de Trump. Les gens ont déjà eu cette impression. C'est ce qu'ils font, n'est-ce pas? Absolument. Vous avez décrit exactement comment cela fonctionne. Vous insinuez une allégation. Vous ne fournissez aucun fait. Mais le simple fait que l'allégation soit faite et qu'elle reçoive une énorme publicité suffit en soi à empoisonner les opinions. Et ils font cela tout le temps. Ils sont extrêmement habiles dans ce genre de choses. Autrefois, lorsque nous avions encore des normes journalistiques et de l'intégrité en Occident, vous auriez constaté que les rédacteurs en chef des journaux et des médias auraient dit « Vous savez, il n'y a aucune preuve de cela. Nous ne pouvons pas publier cela. C'est une spéculation absurde. Cela n'a aucun sens. Et cela ne serait jamais entré dans les médias. Aujourd'hui, cela est simplement diffusé chaque jour, jour après jour. La seule chose est qu'ils le font tellement que de plus en plus de gens, en particulier les jeunes, deviennent conscients de cela. Et partout en Occident, vous voyez que la confiance dans les médias s'effondre. Et cela se fait à un rythme accéléré. Oui, je suis d'accord que de plus en plus de gens deviennent immunisés contre cela, comme plus sceptiques à propos de ces choses maintenant. C'est la bonne nouvelle. Mais je n'aime vraiment pas ces tactiques, vous savez. Soit dit en passant, ils ont été perfectionnés par les Britanniques. Encore une fois, je ne veux pas critiquer les Britanniques tout le temps, mais ce sont les Britanniques qui ont développé le concept de la propagande noire. Maintenant, bien sûr, ce ne sont pas seulement les Britanniques qui le font, mais c'était très largement un mécanisme de contrôle impérial. Oui, la perception est très importante, n'est-ce pas? Et donc, on peut pratiquement ignorer les faits. Il suffit de créer ce concept de perception. Ensuite, il est très difficile de le changer, vous savez, une fois que la perception est là. Oui. Eh bien, précisément, s'il n'y a pas de fait que vous pouvez réellement contester, d'une certaine manière, cela rend plus difficile de dissiper cette perception. Car alors, les gens reviendront et diront, « Eh bien, comment le savez-vous » Et vous dites, « Je veux dire non, parce que cette chose n'a aucune preuve derrière elle. » Mais ensuite, vous savez, ils diront, « Eh bien, vous ne prouvez pas que ce n'est pas le cas. » Mais vous ne pouvez pas le prouver parce que, comme je le dis toujours, vous ne pouvez pas prouver un négatif. Eh bien, parfois vous le pouvez, mais c'est généralement une chose très, très difficile à faire. L'autre chose, la Chine a récemment émis des obligations en dollars en Arabie Saoudite. Ils ont donc émis 2 nouvelles obligations libellées en dollars. Leur objectif était d'émettre pour environ 2 milliards de dollars, mais ils ont ensuite obtenu des carnets de commandes pour 40 milliards de dollars. C'est donc très populaire. Pouvez-vous expliquer pourquoi la Chine fait cela? Il semble un peu étrange. Je pense que la raison pour laquelle ils ont fait cela est que clairement, la Chine développe ses liens économiques au Moyen-Orient dans le commerce du pétrole. Le pétrole est toujours échangé en dollars. La monnaie de l'Arabie Saoudite est toujours liée au dollar. Cela établit une présence pour la Chine au sein du système financier saoudien. Et cela amène le système financier saoudien à considérer la Chine comme un acteur actif dans leur propre monde. Donc je pense que cela a évidemment une certaine signification économique. Mais en fin de compte, cela a aussi, si vous voulez, une signification de type établissement de présence. Mon Dieu, vous émettez une obligation demandant 2 milliards.
et vous obtenez une souscription. Les gens veulent vous donner 40. Eh bien, c'est aussi une démonstration de puissance économique. It is a demonstration also of economic power. Il y a une pétition demandant une nouvelle élection en Grande-Bretagne. Je pense qu'elle a déjà recueilli plus de 2 millions de signatures ou quelque chose comme ça. Pouvez-vous expliquer cela à mon public? Selon le tout dernier rapport que j'ai vu, qui date d'hier soir, il était de 2 800 000. Cela croît très rapidement. Maintenant, cette pétition n'a aucune force légale, aucun effet contraignant. It's growing very fast. Now, this petition has no legal force. No, it's not binding. I mean, the elections can only happen if Parliament. Je veux dire, les élections ne peuvent avoir lieu que si le Parlement est dissous, et le Parlement ne peut être dissous que par le roi. Et le roi ne fonde pas ses décisions sur des propositions de référendum. Il le fait sur la base des conseils du Premier ministre, qui est, bien sûr, Keir Starmer. Et d'ailleurs, il n'existe aucun mécanisme légal dont je sois au courant pour transformer cette pétition en un véritable référendum. Ce que c'est un moyen pour les Britanniques d'exprimer leurs sentiments à l'égard du gouvernement actuel de la Grande-Bretagne, qui a vu une baisse, une chute de sa popularité sans précédent dans l'histoire moderne britannique. Cela reflète l'hostilité croissante envers le gouvernement travailliste en Grande-Bretagne. C'est une sorte de sondage d'opinion populaire autogénéré, si je puis dire. Self-generated grassroots opinion poll, if I can put it like that. Un peu plus formel, n'est-ce pas? Oui, c'est un peu plus formel. Mais même si, disons, il y avait une élection aujourd'hui, ce serait de toute façon soit le Parti travailliste, soit les conservateurs, n'est-ce pas? Ils vont gagner l'élection. Donc, oui. D'accord. Oui. Je veux dire, les gens, je pense que c'était un barman en fait, qui a d'abord proposé cette pétition et qui est apparemment incrédule face à son succès. Mais l'intention, je pense, est moins de réellement forcer une élection, ce qui est essentiellement impossible, et plus de souligner à quel point ce gouvernement est maintenant profondément impopulaire et à quel point il manque de légitimité pour beaucoup de gens. Presque comme une tentative désespérée d'attirer l'attention du gouvernement pour qu'il agisse. Est-ce cela? C'est un cri de désespoir, exactement. C'est un cri de douleur. Le peuple britannique. Il est difficile de transmettre à quelqu'un qui n'est pas ici à quel point les gens en Grande-Bretagne sont déprimés par la situation de leur propre pays. Quand je suis allé en Hongrie, j'y suis allé avec tout un groupe de personnes des médias britanniques, des jeunes pour la plupart, je pense, dans la vingtaine, tous issus de ce que vous pourriez appeler l'élite. Ils étaient tous allés dans des écoles privées. Ils étaient tous profondément déprimés par l'état de la Grande-Bretagne, même s'ils accèdent à des emplois bien rémunérés et des choses de ce genre. Donc même cette classe est mécontente. Tout le monde en Grande-Bretagne est mécontent. Je n'ai jamais connu une époque où les gens étaient aussi déprimés que maintenant. Une chose à propos des médias, donc TikTok, le PDG de TikTok, Chu, a récemment contacté Elon Musk. Maintenant, selon lui, la conversation ne porte pas spécifiquement sur le statut de TikTok, mais plutôt sur des politiques générales, vous savez, sur la technologie, des choses comme ça. Mais évidemment, tout le monde sait, n'est-ce pas? Et puis, le porte-parole de Trump a dit que le président élu Trump va tenir sa promesse, qu'il a dit qu'il ne va pas interdire TikTok. Il a dit qu'il est très populaire sur TikTok, ce que je pense être vrai. Il a beaucoup de followers là-bas. Alors, qu'en pensez-vous? Pensez-vous que la date limite pour la fermeture de TikTok est en fait le 19 janvier, la veille de l'investiture? Que pensez-vous qu'il va se passer ici?
J'ai bien peur de penser qu'ils vont fermer TikTok. Je pense que pour Trump, revenir sur sa décision et permettre à TikTok de continuer va déstabiliser les éléments anti-Chine dans sa base. C'est une erreur tragique, et cela a de nouveau été poussé par la communauté du renseignement et les gens des réseaux sociaux, et tout cela parce qu'ils veulent contrôler la discussion politique en Occident. Ils voient TikTok comme une brèche dans leur contrôle, parce qu'il ne fait pas partie de la famille des réseaux sociaux. Maintenant, cela s'effondre. La famille des réseaux sociaux s'effondre. Mais l'élan pour interdire TikTok est très fort à cause de la connexion chinoise. J'ai bien peur, comme je l'ai dit, malgré ce que Trump a dit, je pense que cela va se produire. J'aimerais espérer le contraire. Peut-être que je me tromperai. Eh bien, il y a aussi l'affaire en cours que tout le monde pense qu'elle va se diriger vers la Cour suprême. Oui. Et donc, nous verrons ce que la Cour suprême dira s'ils ont suffisamment de temps avant le 19 janvier. C'est la question. Oui, je pense qu'il y a de très bonnes chances d'ailleurs que TikTok l'emporte devant la Cour suprême. La Cour suprême, en raison de sa composition et du type de personnes qui y siègent, conserve un certain niveau d'indépendance judiciaire. Et je pense qu'il y a de très bonnes chances qu'elle puisse gagner cela. Mais nous devrons attendre et voir. Oui, la question est cette date limite, le 19 janvier, que je trouve intéressante, juste la veille de l'entrée en fonction de Trump. Oui. Oui. Une dernière chose, c'est que depuis que nous parlons du déclin des médias traditionnels, il semble que cela s'accélère. Donc les derniers en date sont MSNBC et CNN. Leurs chiffres ont tous chuté de manière spectaculaire. Il y a des discussions sur la possibilité qu'Elon Musk achète MSNBC et Joe Rogan a déjà dit que si cela se produit, il sera sur le nouveau site web de MSNBC. Qu'en pensez-vous? Pensez-vous que le courant dominant disparaît lentement ou va-t-il être refait avec des personnes comme Elon Musk qui vont les réinventer? Eh bien, je ne suis pas un homme d'affaires, mais je ne comprends pas pourquoi Elon Musk, de toutes les personnes, voudrait investir dans une culture médiatique qui est en train de mourir. Ou pourquoi Joe Rogan, qui est capable d'obtenir, combien, 40 millions de vues pour son interview avec Trump, voudrait s'engager dans un contrat à long terme, même avec une mascotte comme MSNBC. Oh, il va pas obtenir plus de traction. Je veux dire, il semble excessivement optimiste que ces personnes feraient cela. Donc, je pense que c'est en train de mourir parce que tout le modèle descendant sur lequel cela fonctionne est clairement devenu obsolète. Et ce qui s'est passé, c'est que les gens sont plus éduqués, mieux informés, plus critiques. Je ne pense pas qu'ils soient prêts à accepter un paysage médiatique dominé par des personnes qui vous parlent de haut. Et en fait, si vous y réfléchissez, ce n'est pas une manière très démocratique d'obtenir des informations, n'est-ce pas? C'est contrôlé par un petit groupe de personnes, puis ils vous disent ce qui s'est passé et ils commentent tout, un peu comme vous l'avez dit, en imposant leur propre opinion. Et la dernière en date est que Trump a effectivement dit, nous verrons s'il le ferait, qu'il va garder ses journalistes traditionnels hors du briefing de la Maison-Blanche. Il va inviter des personnes des réseaux sociaux. Comment cela fonctionnerait-il? Eh bien, en effet, ce serait la fin du corps de presse de Washington, qui a été un pilier de la politique américaine depuis l'époque de Franklin Roosevelt. Cela représentera donc un changement radical. Mon point de vue personnel est que même cela est probablement en train de prendre fin. Je veux dire, les conférences de presse avec le président sont devenues presque des affaires rituelles maintenant. La meilleure chose à faire est de simplement continuer à avoir le président et ses responsables commentant sur les réseaux sociaux, avec les réseaux sociaux commentant à leur sujet. Chacun de nous
Vous, moi, nous tous, sur les réseaux sociaux, avons nos communautés et nous étendons au-delà de ces communautés. Je pense que c'est un modèle beaucoup plus démocratique et impliquant que n'importe quel type de communauté, de conférence de presse, corps de presse ou quoi que ce soit de ce genre. Trump est lui-même, souvenez-vous, un vieil homme. Je veux dire, il a presque 81 ans. Donc, je pense qu'il n'est pas complètement à jour avec la façon dont les choses ont radicalement changé. Ouais, je pense qu'il le dit probablement juste comme ça. Nous verrons s'il peut vraiment mettre ça en œuvre. Ce serait bien, je pense, si technologiquement, il est maintenant possible pour presque tout le monde de soumettre une question à, disons, la Maison-Blanche. Il pourrait avoir quelqu'un pour organiser ces questions, non? Il y a des questions qui sont très similaires ou probablement exactement les mêmes. Il pourrait les catégoriser et ensuite les 10 questions principales, peu importe, pourraient être données au président ou au secrétaire du président pour y répondre. Il y a des moyens de le faire maintenant, non? Comme tu l'as dit, c'est pas vraiment nécessaire maintenant. Exactement. C'est exactement ce que je pense. Oui, ce serait vraiment intéressant de voir s'il ferait quelque chose. Je pense en fait que c'est quelque chose qu'il aurait pu faire. Il n'a besoin de l'approbation de personne, n'est-ce pas? Oui, donc nous verrons. Eh bien, nous vivons vraiment des temps intéressants, n'est-ce pas? Des temps très, très intéressants. Jamais plus intéressants qu'aujourd'hui. La Chine est une force de stabilité formidable. Les gens en Hongrie disaient cela. Et puis j'insistais encore, juste pour que vos téléspectateurs le sachent. Quand je dis cela, j'ai rencontré 2 responsables qui travaillent directement pour le Premier ministre, l'un d'eux avec rang de ministre. Donc, vous savez, très représentatif de ses vues. J'ai rencontré le vice-ministre des Affaires étrangères. J'ai rencontré le chef adjoint de l'état-major général de la Hongrie, l'état-major général de son armée et d'autres responsables du ministère de la Défense. J'ai rencontré des personnes du ministère de l'Économie et du ministère des Finances. Le ministère de l'Énergie avait beaucoup à dire sur la Chine et sur le rôle formidable de la Chine dans la transition vers les nouvelles technologies. Cette personne extrêmement sérieuse dirait que, vous savez, si vous ne travaillez pas avec la Chine, tout le concept de transition vers de nouvelles technologies est impossible. Cela ne peut tout simplement pas être fait. Donc la Chine a, vous savez, je dirais des amis en Hongrie. Je pense que dans sa propre conception de soi, la Hongrie se considère comme un ami de la Chine. Mais encore une fois, il était impressionnant qu'il le fasse pour des raisons très pragmatiques et réalistes. Ils ne comprennent tout simplement pas les décisions que l'Union européenne prend. Il y a eu beaucoup de commentaires de la part des responsables hongrois, par exemple, à propos de la récente décision de l'UMRA d'imposer des tarifs sur les véhicules électriques chinois. Gardez à l'esprit que la Hongrie investit massivement dans son industrie automobile en attirant des véhicules électriques chinois. Ils ont trouvé cela totalement ridicule. Ils ont pensé que c'était à la limite de la folie et ils l'ont attribué à l'influence américaine. Je souhaite que davantage de pays européens puissent avoir ce genre de réflexion lucide. J'ai lu récemment qu'en Suède, il y a une grande hostilité envers la Chine. Ma question est pourquoi? Vous savez, j'y ai vécu pendant de nombreuses années. Apparemment, les médias suédois sont très hostiles à la fois envers la Russie et la Chine, ce qui conduit la majorité des Suédois à avoir maintenant une vision très négative. Bien sûr, ils ont toujours eu peur de la Russie, mais maintenant ils ont une vision très négative de la Chine. Pourquoi voudriez-vous faire cela? Eh bien, pourquoi en effet? Encore une fois, l'une des choses qu'on m'a dites pendant que j'étais en Hongrie, c'est que le gouvernement hongrois était très préoccupé par le fait
que la plupart de ces médias avaient été capturés parce qu'ils considèrent comme des agences libérales pro-américaines. L'une des choses qu'ils ont faites au cours des 14 dernières années où ils ont été au pouvoir, le gouvernement actuel, c'est qu'ils ont rendu possible la création d'un espace médiatique alternatif qui adopte un point de vue complètement opposé. Ainsi, ils n'ont pas supprimé ni fermé un seul journal, mais en même temps, ils ont créé un environnement médiatique beaucoup plus diversifié et qui informe beaucoup mieux le peuple hongrois. Cela a été absolument crucial pour la stabilité interne de la Hongrie. Oui, une chose, vous savez, nous en avons parlé auparavant. L'une des raisons, et maintenant je réalise progressivement pourquoi, le gouvernement chinois ne permet pas, vous savez, y compris l'Internet, ce grand mur de Chine, ce grand pare-feu de Chine, c'est parce qu'ils veulent garder leur propre sphère comme la sphère médiatique. Parce que sinon, la Chine serait envahie par la presse étrangère, par les entreprises de médias étrangères, et elle capturerait les médias, n'est-ce pas, ce qui est une force puissante qui peut très facilement créer des problèmes, des troubles, et il est très difficile de la reprendre, en fait. Absolument. Absolument. Encore une fois, en parlant de, et d'ailleurs, l'une des choses les plus extraordinaires était à quel point les Hongrois étaient francs et directs en discutant de tout cela. Ils ont dit que les médias, les ONG et les think tanks, pris ensemble, sont une force incroyablement puissante dans chaque pays européen et que les Américains les contrôlent tous. Et encore une fois, pour souligner, ils ont fait tout leur possible pour préciser qu'ils ne sont pas anti-américains. Pas du tout. Mais ils n'aiment pas cela. Ils ont dit une chose qui m'est restée. L'un des responsables a dit, parce que certains de ces journalistes britanniques réagissaient un peu, « Pourquoi êtes-vous si engagés envers la Chine ?» Il a dit, « La Chine ne dirige pas d'ONG dans notre pays. L'Amérique le fait. » Et quand nous parlons d'indépendance, nous oublions parfois que ce n'est pas seulement le fait que votre pays ne soit pas occupé par une force étrangère. Ce sont aussi ces contrôles médiatiques, n'est-ce pas, ces think tanks et ONG et toutes ces sortes de choses qui ne sont pas très visibles, mais néanmoins puissantes. Oui. Oui. Je trouve qu'en fin de compte, l'indépendance est une chose difficile à atteindre. Oh, oui. Et il n'y a pas tant de pays souverains dans le monde. Ne diriez-vous pas? Absolument. Absolument. Très, très peu. Et les Hongrois, qui tiennent à leur indépendance, vous diront à plusieurs reprises, nous sommes un petit pays de 10 millions d'habitants. Il est très, très difficile pour nous de protéger notre indépendance, de maintenir notre indépendance, compte tenu de la pression constante à laquelle nous sommes confrontés. Oui, même les grands pays comme l'Inde ont aussi des problèmes. Je veux dire, Modi a vraiment sévi, il pousse vraiment fort contre les ONG dans son pays. Oui, donc, la Géorgie et toutes sortes d'autres endroits aussi. Mais je veux dire, de plus en plus de gens, de plus en plus de pays à travers le monde commencent à voir cette chose des ONG, des think tanks, des médias, et on peut voir qu'ils commencent à réagir pour protéger leur paysage médiatique. C'était très très intéressant d'écouter les Hongrois, juste comme un exemple de la manière dont ils sont réalistes et honnêtes avec eux-mêmes. Ils ont dit, écoutez, vous savez, nous avons eu de nombreux problèmes avec les Russes dans notre passé. Nous n'aimons pas particulièrement les Russes. Je veux dire, ils étaient ici dans notre pays, et ce n'était pas une affaire entièrement facile pour nous. Nous sommes un pays avec une forte tradition militaire. Nous avons combattu les Russes 6 fois, et les Russes nous ont vaincus 2 fois. Chaque fois que nous les avons combattus, nous ne voulons pas les combattre à nouveau. Je veux dire, oui, plusieurs Hongrois m'ont dit cela,
C'est une honnêteté assez dure quand vous l'entendez exprimer de cette manière. When you hear it expressed in that kind of way. And I think people in China also have the feeling about. Et je pense que les gens en Chine ont aussi ce sentiment à propos des Russes, car la Chine et la Russie ont également eu des différends à la frontière dans le passé. Oui. Et pendant ces 100 ans d'humiliation, l'Empire russe a pris beaucoup de territoire à la Chine. Absolument. Non, bien sûr qu'ils n'ont pas oublié. Mais comme je l'ai dit, j'ai trouvé l'honnêteté, la franchise et le réalisme des gens très éclairants. Et comme je l'ai dit, c'est tellement différent de ce à quoi vous êtes habitué à Londres et à Bruxelles. Je ne vais même pas commencer à parler de Bruxelles, mais de Berlin aussi. C'est le genre de réalisme dont nous avons besoin. Comme je l'ai dit, vous savez, c'est l'autre chose. Ils vont en Chine, ils rencontrent les Chinois. Ils ont dit, nous pouvons travailler avec ces gens. Ils ont tous dit que les Chinois sont incroyablement durs. Ils sont, vous savez, ils sont d'acier. Ce sont des gens d'acier. Mais vous pouvez leur parler. Vous pouvez trouver un moyen. Et quand l'accord est conclu, c'est parti. C'est le point. Je pensais juste que peut-être, en revenant à la question des médias, c'est peut-être la raison pour laquelle les médias traditionnels soutiennent autant le Parti démocrate, l'administration Biden, en partie parce qu'ils aiment le fait qu'ils peuvent s'étendre dans d'autres pays. Donc, c'est un peu en accord avec cette pensée impérialiste. N'est-ce pas la raison pour laquelle ils n'aiment pas Trump? Parce que Trump veut garder les choses à l'intérieur, vous savez? Ou du moins comparativement par rapport à Biden. N'est-ce pas en partie la raison, les médias? Je suis sûr que c'est le cas. Je n'ai absolument aucun doute là-dessus. Aucun. Oui, cela a commencé à avoir du sens, parce que je me suis toujours demandé pourquoi ils sont si anti-Trump. Vous savez, ils ont cette mentalité très favorable à l'agenda impérial. Donc, ils en font partie, n'est-ce pas? Ils en font absolument partie. Ils veulent s'étendre et profiter de tous les plaisirs de l'Empire, qui sont si éphémères. D'accord. Maintenant, je comprends. Excellente discussion. Merci donc. Parlons la semaine prochaine. Je suis sûre qu'il y aura d'autres choses. Absolument. Et joyeux Thanksgiving. Aujourd'hui, c'est Thanksgiving. Joyeux Thanksgiving à toutes vos familles. Merci beaucoup. Merci, Sophia. Au revoir.